Nous allons étudier dans cette vidéo le travail d'une force constante et étudier les transferts énergétiques. Tout d'abord, nous avons vu en seconde qu'une force était capable de maintenir en équilibre un système, de déformer un système, de modifier son mouvement ou encore de le mettre en mouvement. C'est le cas par exemple d'une grue qui soulève une charge. La force grand F, correspondant à la force exercée par le câble de la grue, permet de monter la charge d'un point grand A vers un point grand B. On dit tout simplement que la force grand F travaille. Plus précisément, si un système soumis à une force constante grand F se déplace d'un point grand A vers un point grand B, le travail de cette force peut être défini par F scalaire AB. Le travail permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. Il constitue un mode de transfert de l'énergie. Il s'exprime donc en joules. Si la force grand F favorise le déplacement, le travail est compté positivement, il est dit moteur. Si la force grand F s'oppose au déplacement, le travail est négatif, il est dit résistant. Si la force grand F est perpendiculaire au déplacement, elle ne favorise ni s'oppose à ce déplacement, le travail est alors nul. Prenons maintenant le cas d'une force favorisant le déplacement et choisissons deux exemples avec une force de même intensité mais de direction différente. Avec une direction horizontale, le travail est de 10 joules. Avec une direction différente, le travail est maintenant de 8,2 joules, il a donc une valeur différente. On peut expliquer ce résultat tout simplement à partir de la définition du travail. F scalaire AB, le produit scalaire de deux vecteurs, peut se définir aussi en fonction des valeurs. Mais dans ce cas-là, il faut définir l'angle alpha, l'angle entre F et le déplacement AB. Et la relation devient F fois AB fois cosinus de l'angle alpha. Maintenant, pour une même force, prenons le cas d'un système qui parcourt un trajet différent, mais pour aller du même point de départ au même point d'arrivée. 8,2 joules lorsque le trajet est une droite, avec un trajet quelconque, pour cette force grand F, on retrouve une valeur de 8,2 joules aussi. On constate que pour cette force, le travail est indépendant du chemin suivi. On dit alors que la force grand F est conservative. Donc il existe différents exemples de forces conservatives, notamment le poids. Rentrons un peu plus dans les détails dans le cas du poids. Pour aller de l'altitude grand A à l'altitude grand B, le poids orienté vers le bas s'oppose au déplacement, son travail est négatif et vaut moins 100 kJ. Maintenant, la charge va passer de A à C. C est différent de B, mais il se trouve à la même altitude. Et on constate que le travail du poids a la même valeur et le même signe aussi. Donc non seulement le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais sa valeur, pour une masse donnée, ne dépend que de la différence d'altitude petit h entre le point de départ et le point d'arrivée. Ainsi, on peut montrer que le travail du poids peut être défini par moins mgh si le système monte et par plus mgh si le système descend. Dans ce cas-là, le travail est positif car le poids favorise le déplacement. Dans un autre domaine, la force électrique est elle aussi une force conservative et on peut montrer que son travail est défini par Q fois UAB. Q étant la charge de la particule, c'est une grandeur algébrique, elle peut être positive ou négative. UAB est la tension de l'armature, c'est aussi une grandeur algébrique. Par contre, d'autres forces, comme les forces de frottement, ne sont pas des forces conservatives. Maintenant, revoyons les différentes formes d'énergie qu'un système peut posséder. Du fait de sa vitesse, il peut posséder de l'énergie cinétique. Mais il peut aussi posséder de l'énergie potentielle de pesanteur
liée à l'altitude petit z. On définit alors l'énergie mécanique comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'où peut provenir la notion d'énergie potentielle? Eh bien, en fait, à toute force conservative, on associe tout simplement une énergie potentielle. Donc le poids, qui est une force conservative, peut être associé l'énergie potentielle de pesanteur, qui est directement liée à l'altitude du système. À la force électrique est associée une énergie potentielle électrique. Comment s'effectuent les transferts énergétiques? En prenant comme exemple un wagon de montagne russe, on constate que pendant le trajet, l'énergie mécanique est constante. En effet, le rectangle a toujours la même valeur. Il y a donc transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement, mais l'énergie mécanique se conserve. Par contre, regardez bien ce qu'il se passe au moment du freinage. L'énergie mécanique diminue. De plus, si on néglige les frottements, on constate que dans le cas d'une chute, l'énergie mécanique, elle aussi, est constante. Et il y a transfert total d'énergie potentielle en énergie cinétique. Par contre, s'il y a des frottements, le transfert d'énergie n'est pas total et l'énergie mécanique n'est pas constante. On peut résumer les situations rencontrées de la façon suivante. S'il n'y a aucune force de frottement qui agit sur le système, eh bien, l'énergie mécanique est constante. On dit encore que l'énergie mécanique se conserve. Si le système est soumis à des forces de frottement, l'énergie mécanique diminue. De manière générale, si un système est soumis à des forces qui travaillent, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Et sa variation d'énergie correspond au travail des forces non conservatives s'exerçant sur le système. Ça peut être le cas notamment des forces de frottement car elles ne sont pas conservatives. Prenons maintenant le cas des oscillateurs mécaniques, comme le pendule. Si les frottements sont négligeables, il peut osciller indéfiniment, car il y aura transfert total d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Mais en réalité, il y a des frottements, surtout si on se base sur une durée d'étude assez longue. L'énergie mécanique ne se conserve donc pas. Le pendule va osciller, mais avec une amplitude de plus en plus faible. On dit alors qu'il y a amortissement des oscillations. Le phénomène n'est donc plus vraiment périodique et il est donc impossible d'utiliser un tel système mécanique en temps qu'horloge. Et il est aussi impossible de l'utiliser pour définir la seconde car son évolution n'est pas périodique. Les horloges mécaniques ont donc un défaut de justesse, c'est pourquoi, depuis 1967, la définition de la seconde est élaborée à l'aide d'horloges atomiques.